Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau chapitre. Cette fois-ci, on sera pas sur un item, on est vraiment sur un schéma, sur un système assez classique, l'axe hypothalamo-hypophysaire. Dans cet épisode, on va rester sur un point de vue très général de cet axe hypothalamo-hypophysaire. On va pas rentrer dans les détails parce que en un épisode, ça ferait beaucoup trop. Là, on va rester dans les généralités, avoir une vue d'ensemble sans pour autant délaisser des choses. En fait, l'idée, c'est qu'en sortant de cet épisode, vous ayez vraiment les notions générales de cet axe. On est sur un épisode très classique, plus en mode cours, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'exemple. C'est vraiment un épisode de cours finalement. Mais de temps en temps, je pense que ça peut être intéressant pour se resituer dans des grands systèmes comme ça, c'est important de comprendre. Et donc là, ce qu'on va voir, c'est le fonctionnement anatomique et les différents axes qui sont impliqués. Et ensuite, si ça vous intéresse, on pourra aussi détailler les différents axes, les différents systèmes de ce système dans d'autres épisodes, histoire d'avoir plus de détails sur le fonctionnement très concret. Donc pour commencer, on va se situer anatomiquement. Parce que je pense que des petits points anatomiques, ça fait jamais de mal. Donc là, on va commencer, on se base sur le thalamus. L'idée, c'est que vous visualisez où est le thalamus. Là, on va vers l'avant et vers le bas du thalamus. Et là, on retrouve l'hypothalamus. Donc, autour de l'hypothalamus, devant cet hypothalamus, on a le chiasma optique. Derrière, on a le mésencéphale. Et juste au-dessus, c'est le plancher du troisième ventricule. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est sous l'hypothalamus. Là, il se prolonge par ce qu'on appelle la tige pituitaire, et au bout de cette tige, on retrouve l'hypophyse. En fait, c'est vraiment comme si vous aviez un sac qui est attaché par un petit fil à l'hypothalamus, pour visualiser. Du coup, devant l'hypophyse, vous avez toujours à peu près le chiasma optique. Sur les côtés, on a les sinus caverneux et les sinus intercaverneux. Ces sinus intercaverneux, ils vont passer à l'avant et à l'arrière de la tige pituitaire. Vraiment, tout cette hypophyse est entouré par ces sinus. Et ensuite, pour le reste, en fait, l'hypophyse, il est posé sur la base du crâne, directement sur l'os phénoïde, dans ce qu'on appelle la selle turcique. En fait, c'est une partie d'os qui vient un peu envelopper la glande. Donc si on reprend du recul un peu moins précis, vous avez l'hypophyse posée dans sa selle turcique, au-dessus et autour, c'est les sinus, et au-dessus de cette hypophyse, c'est l'hypothalamus. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir vraiment précisément. Cette hypophyse, c'est une glande endocrine, elle fait moins d'1 cm de diamètre et elle possède 2 lobes. Là déjà, avec ça, on a les bases anatomiques. L'anatomie en tant que telle, comme je disais, ça aide pas à comprendre le fonctionnement en soi du système, mais c'est bien de savoir à peu près où on est. Donc comme je disais, 2 lobes pour l'hypophyse. Un antérieur qu'on appelle l'adénohypophyse et un postérieur qu'on appelle le neurohypophyse. Le postérieur, c'est le plus simple. En gros, pour faire simple, c'est une zone de stockage. Le post-hypophyse, il stocke l'ocytocine et l'ADH, l'hormone antidiurétique. On a déjà parlé de l'ADH dans l'épisode sur le système rénine-angiotensin-aldostérone. Et sa connexion avec l'hypothalamus va se faire par des neurones classiques qui passent dans la tige pituitaire pour donner l'ordre à ce neurohypophyse de libérer les hormones qu'il contient dans le sang. En fait, pour se rappeler, on peut se dire qu'il s'appelle le neurohypophyse, l'hypophyse postérieure neurohypophyse, parce qu'en fait, il n'y a que des neurones qui font la communication avec l'hypothalamus. Alors que c'est un peu plus compliqué pour l'adénohypophyse et on va le voir maintenant. Donc l'adénohypophyse, cette fois, il synthétise et sécrète plein d'hormones. La GAH, la prolactine, la TSH, la CTH et les gonadotrophines, donc la LH et la FSH, mais on va les revoir après. Ça fait 6 hormones au total. Sauf que là, pour faire la synthèse et la sécrétion de ces hormones, c'est un peu plus compliqué. L'hypothalamus va libérer ces hormones, qu'on appelle les hormones de rang supérieur. Les hormones de rang supérieur, c'est les hormones de l'hypothalamus. Et il va les libérer dans la circulation sanguine. Au niveau de la tige pituitaire, il y a le système porte. En fait, c'est plein de petits capillaires qui sont en communication entre eux et qui sont aussi en communication avec les neurones hypothalamiques. Et en fait, ces neurones hypothalamiques vont venir stimuler les cellules de ce système porte pour sécréter les hormones de rang supérieur. Et souvent, c'est des hormones sécrétées de manière pulsatile. Puis ensuite, une fois que ces hormones sont sécrétées dans le système porte
dans la tige pituitaire. Ce système va se regrouper pour ensuite transporter toutes ces hormones dans l'adénohypophyse, l'hypophyse antérieure, dans un autre système porte. Là, cette fois-ci, elles vont stimuler les cellules sécrétrices de toutes les hormones qu'on a vues juste avant. Donc ensuite, les hormones sont déversées à nouveau dans ce système porte, pour ensuite être acheminées dans la circulation. Finalement, en fait, c'est pas incompréhensible non plus, mais il faut prendre le temps. Ce qu'il faut pour préciser encore un tout petit peu plus, il faut savoir que toutes les hormones hypophysaires sont stimulées par les hormones hypothalamiques, sauf la prolactine, qui elle est inhibée par la dopamine hypothalamique. Enfin bref, peut-être que dit comme ça paraît compliqué, mais vous pouvez le réécouter. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux systèmes portes. Le premier qui reçoit les hormones de rang supérieur, qui sont ensuite acheminées dans le deuxième système porte, qui là va sécréter toutes nos hormones hypophysaires. Donc finalement, si on casse la tige pituitaire qui relie l'hypothalamus et l'hypophyse, en fait on va avoir un déficit somatotrope, donc de GH, gonadotrope, de LH et de FSH, thyréotrope, de TSH, et corticotrope, ACTH. Parce que les hormones de rang supérieur ne passeront plus pour stimuler toutes ces hormones. Par contre, on va avoir une augmentation de la prolactine, parce que la dopamine n'est plus là pour inhiber sa stimulation. Et donc ça, par exemple, ça s'appelle l'hyperprolactinémie de déconnexion, parce qu'on a déconnecté l'hypophyse de l'hypothalamus. Maintenant, on va faire un petit tour en parlant des différents axes à connaître, en particulier ceux qui sont en relation avec les 6 hormones de l'adénohypophyse. On commence par l'axe corticotrope, c'est celui qui est lié au cortisol. L'hormone de rang supérieur sécrétée par l'hypothalamus, ça s'appelle la CRH, la corticotropine releasing hormone. La CRH, elle stimule l'hypophyse pour sécréter l'ACTH. L'ACTH va ensuite dans les glandes surrénales pour permettre la sécrétion du cortisol et des androgènes. Quand il y a trop de cortisol, ça va faire un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse pour réduire la sécrétion de CRH et d'ACTH. Ce rétrocontrôle négatif, il est présent pour la majorité des hormones. Quand on a une hypersécrétion d'ACTH, on peut avoir un syndrome de Cushing, qui peut lui-même être une maladie de Cushing. Et c'est un hypercortisolisme. On retrouve entre autres une atrophie cutanée, sous-cutanée, musculaire avec le signe du tabouret, une fragilité capillaire, des mycoses cutanées, des infections opportunistes, entre autres. A l'inverse, si on a une insuffisance corticotrope, là on va avoir une asthénie, une anorexie, un amaigrissement, une pâleur cutanée ou muqueuse, une hypotension artérielle. Bon, ça c'est les syndromes, on les détaille pas plus que ça. Ensuite, on veut parler de l'axe somatotrope, celui lié à la GH, la growth hormone, que vous connaissez encore mieux sous le nom hormone de croissance. Là, l'hormone de rang supérieur, c'est la GHRH. La GHRH, elle va stimuler l'hypophyse pour sécréter la GH. Petite indication, la GH est inhibée localement par la somatostatine. Et donc cette GH, elle est sécrétée de manière pulsatile, surtout la nuit. Et en plus de ses actions directes, elle va aller dans le foie pour produire l'IGF-1, l'insuline-like growth factor 1. Quand il y a trop d'IGF-1, ça va faire un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse pour réduire la sécrétion de GHRH et de GH. Niveau pathologie, on a l'acromégalie. En fait, c'est une pathologie qui est liée à l'hypersécrétion d'hormones de croissance. Ça fait une augmentation de la taille du visage, un élargissement des mains et des doigts, une organomégalie, une hypersudation malodorante et une macroglossie. En gros, globalement, notre corps il grossit un peu pour vraiment caricaturer au maximum. Et si l'acromégalie elle survient avant la fin de la croissance, ça peut donner un gigantisme. Et du coup, à l'inverse, si on a une insuffisance somatotrope, ça va donner un retard de croissance. Assez logique. Maintenant, axe thyréotrope. Là, on passe à la thyroïde. L'hormone de rang supérieur, c'est la TRH, la thyrotropine releasing hormone. La TRH, elle stimule l'hypophyse pour sécréter la TSH. La TSH va dans la thyroïde pour permettre la synthèse et la sécrétion du T3 et du T4. Quand il y a trop de T3, ça va faire un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse pour réduire la sécrétion de TRH et de TSH. On commence à comprendre le schéma. L'hypersécrétion de TSH, c'est des signes similaires à l'hyperthyroïdie.
Et si on a une insuffisance thyréotrope, c'est un peu comme une hypothyroïdie, on va pas plus dans le détail. Axe gonadotrope maintenant. On arrive presque au bout. C'est celui de la LH et de la FSH, donc deux hormones pour un seul axe. L'hormone de rang supérieur, cette fois, c'est la GnRH, la gonadotrophine releasing hormone, qui est sécrétée de manière pulsatile et qui stimule l'hypophyse pour sécréter la LH et la FSH. Ces hormones, elles vont soit dans les testicules chez l'homme pour sécréter la testostérone et permettre la spermatogénèse, soit dans les ovaires chez la femme pour sécréter l'œstradiol et produire des ovocytes, la folliculogénèse. Là, cette fois-ci, le rétrocontrôle, il va être un peu différent des autres systèmes parce qu'on va aussi retrouver un rétrocontrôle positif qui est indispensable pour le bon déroulement du cycle menstruel et permettre le pic de LH, le pic ovulatoire. Bon, c'est très complexe, faudra un épisode dédié pour expliquer tout ça. Donc là, on retient, il y a toujours un rétrocontrôle négatif, mais dans ce système gonadotrope, il y a aussi un rétrocontrôle positif. Voilà, c'est une petite notion qu'il faut savoir quand même. Et enfin, l'axe lactotrope, ça change un peu. L'hypophyse synthétise et sécrète la prolactine, mais la sécrétion de prolactine est inhibée par l'hypothalamus qui envoie de la dopamine. On a quand même une petite stimulation de la sécrétion de prolactine par la TRH et par les œstrogènes pendant la grossesse entre autres. Et si on a une hausse de la prolactinémie, c'est qu'on a une levée du tonus inhibiteur dopaminergique, comme dans l'hyperprolactinémie de déconnexion. Si on a une hypersécrétion de prolactine, on peut avoir des troubles du cycle menstruel, une galactorrhée, voire des signes de carence œstrogénique. Chez l'homme, on va retrouver une dysfonction érectile et une gynécomastie. Et au final, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, ça peut mener à une baisse de la libido et à une infertilité. Voilà, ça fait beaucoup, je sais, c'est énormément d'informations, mais c'est vraiment la base de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Déjà, je pense que dans une première écoute, ce qu'il faut retenir, c'est déjà comprendre l'anatomie. C'est vraiment, c'est la base, on va dire. Savoir qu'il y a un petit système porte, ça peut être intéressant, même si c'est pas indispensable. Et au moins connaître les 6 hormones avec leurs axes, même si on n'a pas tous les détails. Donc, JH, LH, FSH, TSH, ACTH et prolactine. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. En tout cas, dans une première écoute, après, si vous voulez plus de détails, bah, vous pouvez essayer de retenir un peu tout le reste de ce que j'ai dit, même si je sais que ça fait beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus, vous me le dites et je ferai des épisodes plus dédiés à chacun des axes et des épisodes peut-être un peu plus précis avec une histoire et des moyens mémotechniques. Ça peut être intéressant pour tous ces axes. N'hésitez pas à me le dire, je suis à l'écoute. Et en attendant, bah, je vous souhaite de bonnes révisions.